Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur la rémunération accessoire des collaborateurs qui sont de bons outils pour les fidéliser et les garder le plus longtemps possible dans vos agences notamment. Je serai accompagné de Virginie Rémy, agent général Allianz, qui partagera avec nous son expérience sur les différents sujets, et de Emmanuel Jacot, juriste en droit social à la Fédération, qui, elle, vous partagera plutôt les modalités de mise en place et évidemment ce que la loi prévoit pour chacun de ces outils. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis moi-même Florent Demoulin, chef de projet communication chez AGA et qui présenterai ce webinaire aujourd'hui. Nous allons donc vous parler du comité d'entreprise, qui est quand même un avantage pour vos salariés, des tickets restaurants qui obéissent à des règles assez précises, tout comme les chèques cadeaux, et ensuite les primes, notamment la prime partage de la valeur. Et si le temps nous le permet, on abordera les challenges commerciaux que beaucoup d'entre vous mettent en place avec certes des primes à la clé, mais qui du coup obéissent à des règles précises. Alors, le comité d'entreprise, c'est en fait AGACE, qui est un service gratuit à partir du moment où vous avez adhéré à la fédération. Vous vous rendez sur agarh.fr, sur l'onglet AGACE, et vous pouvez tout de suite y accéder avec les mêmes identifiants que ceux utilisés sur le site AGA. Et une fois que vous êtes connecté, vous avez un code qui permet à vos salariés de s'inscrire et d'utiliser les offres, qui sont évidemment, le CE, l'accès est gratuit, mais les offres, elles, sont à tarif préférentiel. Il y a des abonnements presse, des billets de cinéma ou de spectacle. Virginie, je crois que tu l'as mis en place avec tes salariés? Tout à fait. Oui, oui. Lorsque un collaborateur arrive, je lui en parle et j'ai créé les codes pour chacun des collaborateurs pour qu'ils puissent en effet aller se connecter. Donc, selon les profils de chacun, selon aussi si le conjoint bénéficie ou pas de son côté d'un CE, ça peut en effet intéresser. En tous les cas, ça donne l'opportunité de le proposer aux collaborateurs. J'ajoute que l'agent peut en profiter également, il me semble, Virginie. Tout à fait. Parfait. Alors, on entre dans le vif du sujet avec les tickets restaurants que beaucoup d'entre vous utilisent. D'abord, Virginie, tu peux nous dire, Tout à fait. Tu en proposes à tes collaborateurs? Exactement, oui, oui. Depuis le début de mon activité, donc plus de 10 ans, ça fait partie des premières choses que j'ai mis en place pour les collaborateurs. Et je prends en charge donc le maximum possible. Et on est passé là très récemment, on était avant sur des tickets restaurants et on est passé là depuis 2 mois sur des cartes restaurants. Avec une facilité pour l'employeur, j'avoue, en termes de rechargement, maintenant tout se fait en ligne. C'est aussi plus pratique pour les salariés et c'est beaucoup plus fort. En plus, c'est plus sécuritaire, je trouve, sur la partie vol, perte. Voilà, c'est quand même plus sécure pour l'employeur et pour les salariés. Donc oui, ça fait vraiment partie des choses que j'ai mis en place et qui plaisent beaucoup aux collaborateurs. Et par exemple, c'est assez simple d'utilisation pour l'employeur agent? Tout à fait. Alors, il y a plusieurs organismes qui le proposent, hein, et en fait, on crée la liste de nos salariés directement sur le site internet, sur l'espace client du fournisseur. On crée la liste des salariés et chaque mois, on va indiquer le nombre de jours travaillés et donc le nombre de tickets dus aux collaborateurs et ça recharge automatiquement en quelques clics la carte du collaborateur. Et du coup, il y a des modalités, j'imagine, de mise en place assez précises et de prise en charge, surtout du montant? Surtout prise en charge. Alors déjà, je voulais préciser, les bénéficiaires des tickets resto, donc c'est tous les collaborateurs.
par contre, c'est tous les collaborateurs dont les horaires de travail contiennent la pause déjeuner. Donc, c'est les salariés à temps plein. Mais par contre, un salarié à temps partiel qui travaille que le matin, il n'a pas le droit au ticket resto. Un salarié qui travaille que l'après-midi, ben, c'est pareil. Le principe, c'est qu'il n'a pas de ticket resto. Donc, il faut, par exemple, un salarié qui travaille, je ne sais pas, de 9h à midi et de 14h à 18h, ben, ça sera bon parce que ben, la pause déjeuner est comprise entre ses heures de travail. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, ben, un ticket resto, vous avez une part patronale et une part salariale. Donc, la contribution de l'employeur, comme vous le voyez, ne peut pas dépasser 60% et doit être au moins à 50% de la valeur du ticket. Et c'est en plus limité, alors c'était limité à 5,62 € en 2022, mais à compter du 1er septembre, ça a été augmenté à 5,92 €. Donc, maximum, la part de l'employeur, c'est 5,92 €. Donc, si on prend 50%, le ticket resto, il sera à 11,84 €, si je calcule bien. Donc, ça, c'est au moins jusqu'au 31 décembre 2022. Après, on verra si ça reste à 5,92 € ou ça augmente ou ça baisse, ça, je ne sais pas. Les modalités de mise en place, ben, comme Virginie l'a dit, c'est assez simple. En fait, voilà, on achète les tickets resto auprès d'un organisme et on les remet aux collaborateurs. Il n'y a pas de décision unilatérale à faire. Ce n'est pas la peine de le mettre dans le contrat de travail. Juste faites signer un document à vos collaborateurs en disant ce mois-ci, j'ai reçu tant de tickets resto et je signe. Voilà, les modalités donc sont assez simples. Voilà pour les tickets resto. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un plafond ou un plancher un employeur peut le mettre à 7 €, un autre peut le mettre à 9,50 €. Tout à fait. Il n'y a pas de règle là-dessus. Il n'y a pas. Après, l'utilisation, par contre, on ne peut utiliser par jour que maximum 25 €. Et donc pour les cartes cadeaux, n'importe quoi, les cartes restaurants, ça fonctionne de la même façon avec les mêmes plafonds. L'intérêt de la carte, c'est juste que on paye le montant du repas et non pas le montant du chèque restaurant. Je vais y arriver avec le chèque cadeau. Le chèque restaurant, soit on est obligé de rajouter, soit on a à avoir, donc c'est pas forcément pratique. La carte restaurant, c'est ça qui est plus simple, c'est qu'on paye tout de suite le montant dû. Oui, effectivement, c'est beaucoup plus pratique, je confirme. Alors, puisque tu faisais la petite confusion chèque restaurant, chèque cadeau, passons directement au chèque cadeau. Emmanuel. Du coup, Virginie, je crois que oui, Virginie les utilise régulièrement à différentes occasions. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, nous, on l'utilise pour Noël, pour chacun des collaborateurs. Alors, je ne vous cache pas qu'on fait en plus des chèques cadeaux, on offre aussi des petits coffrets cadeaux personnalisés, voilà, avec des petits coffrets gourmands, en plus pour apporter quelque chose de matériel et d'un petit peu personnalisé. Donc ça plaît bien. En règle générale, les chèques cadeaux, on essaye de les donner sur les mois qui précèdent le mois de décembre pour qu'ils puissent les utiliser justement pour leurs achats de Noël. Et on offre un petit coffret pour marquer le coup de Noël sur le mois de décembre. Et encore une fois, ça plaît beaucoup. Alors, il faut être assez vigilant sur le fournisseur pour être bien certain que le chèque cadeau soit utilisable dans un très grand nombre d'enseignes. Voilà, pour que les collaborateurs puissent en profiter partout. Surtout, en Ile-de-France, moi, je suis pas trop embêtée parce qu'il y a beaucoup d'enseignes, mais en province, ça peut être plus compliqué sur les enseignes. Voilà. Et du coup, Emmanuel, est-ce que chèque cadeau et coffret cadeau, déjà, ce sont la même chose? Oui, ça fonctionne pareil. Donc, que ce soit chèque cadeau, bon cadeau, parce qu'on appelle ça aussi bon cadeau parfois, ou des cadeaux, ça fonctionne de la même façon. Alors déjà, je commence cette fois-ci par les modalités de mise en place. C'est pareil que pour les tickets restaurants, il n'y a pas de modalité particulière. Surtout ne pas le contractualiser, donc pas le mettre dans le contrat de travail, pas de décision unilatérale, c'est pas la peine. Après, quand vous remettez les chèques cadeaux, on peut faire signer quand même un petit document disant qu'on a reçu tel chèque cadeau, mais voilà. Donc ça, c'est pour les modalités de mise en place. Pour que ce soit exonéré de charges sociales, vous avez donc un plafond à respecter. Donc ça doit être inférieur ou égal à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc là, on vous a fait le calcul pour 2022. Donc c'est 171, si on veut être exact, c'est 171,40.
Donc, Les juristes voilà, sont toujours très les précis. juristes. Hein. Donc, 171,40 €. 71, oui, voilà. Et donc, si on dépasse les 171 € sur l'année, pour bénéficier toujours de ces exonérations, il va falloir vérifier que on les a bien donnés pour un événement particulier. Donc, l'événement particulier, c'est l'URSSAF qui nous en donne la liste. Alors là, on ne l'a pas, mais vous avez effectivement Noël, comme Virginie le disait. Vous avez la naissance, l'adoption, vous avez la fête des mères, fête des pères. La Saint-Nicolas et la Sainte-Catherine, je crois La aussi. Saint-Nicolas et la Sainte-Catherine, à ne pas confondre quand même avec la Saint-Nicolas qui concerne le Noël dans l'Est. Ah oui, Puisque il y a deux Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, Sainte-Catherine, ça correspond à, donc pour les femmes qui sont encore célibataires à 25 ans et pour les hommes, c'est 30 ans. Donc voilà pourquoi on a le droit de donner des chèques cadeaux. Après, il y a le départ à la retraite, enfin, il y a et Noël et la rentrée scolaire. Donc ça, c'est les événements qui doivent donner lieu à ce chèque cadeau. Vous avez après, pour chaque événement, le montant maximal à respecter des 171 €. Et ensuite, il faut que le chèque cadeau soit bien dépensé pour l'événement en question. Et donc, par exemple, un chèque cadeau pour la rentrée scolaire des enfants, ça sera uniquement pour les fournitures de bouquins, d'informatique à la rigueur, mais ça ne pourra pas être déjoué. Voilà, ça faudra bien. À partir de ce moment-là, c'est exonéré de charges sociales. Et voilà. Par exemple, là, je vois 171 € par an et par salarié. C'est-à-dire que si je veux donner des chèques cadeaux à un anniversaire, puis à Noël, il faut que les deux montants cumulés ne dépassent pas 171, ou à chaque fois, j'ai le droit de donner 171 €. En fait, on aura le droit de donner 171 € pour Noël et 171 € pour l'anniversaire. Ouais, c'est ça. Pour chaque événement, maximum 171 €. Ce qui fait que sur l'année, on peut avoir plus que 171. Du coup, voilà. Ah oui, c'est assez. Et du coup, Virginie, j'imagine que toi, tu le fais à plusieurs occasions? Oui, tout à fait. Alors, ça dépend des années, hein. Je ne vais pas vous mentir. C'est pas quelque chose qu'on. Noël, en règle générale, c'est chaque année, mais sur les événements type rentrée scolaire, ça dépend de la trésorerie de l'entreprise. Voilà, il faut aussi faire avec les moyens. Après, sur la rentrée scolaire, ceux qui n'ont pas d'enfants, du coup, peuvent aussi se sentir un peu lésés de temps en temps. Donc, bon, voilà. Noël, on en a fait une habitude. Sur les autres événements, ça dépend des années. Voilà. Mais ça nous est arrivé de le faire, tout à fait. Ok. Et tes salariés, j'ai un peu une question rhétorique, mais ils réagissent toujours positivement. Tout à fait. Personne ne nous les a refusés encore. Oui. Et ce qui est bien dans ce que tu avais mentionné comme cas sur les paniers, il me semble, cadeaux, c'est que tu peux les personnaliser en plus. On n'est pas obligé d'offrir quelque chose de standard, la même chose à tout le monde. Exactement. Ça montre. Enfin, alors moi, je l'ai pris comme ça. C'est aussi ma façon de manager, mais voilà, je sais que certains collaborateurs sont plus poisson, plus viande, donc on fait des petits coffrets gourmands autour de petites terrines. Enfin voilà, c'est très pratique ce que je vous raconte, mais voilà, j'en ai quelques-unes qui boivent pas l'alcool, donc je leur mets des jus de fruits. D'autres amateurs de vin, une bonne bouteille de vin. Voilà, donc on personnalise et ils apprécient vraiment que ce soit pas quelque chose de standardisé et que ce soit en complément des chèques cadeaux que, pour le coup, ils peuvent dépenser comme ils le souhaitent. Mais le petit coffret, c'est une attention qui est assez agréable. En plus, ça fait bosser les clients, pour le coup. Donc, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Et Emmanuel, est-ce que le dirigeant TNS a droit, lui, à ses chèques cadeaux? Ah, ça c'est une bonne question. J'avoue, j'y avais pas pensé. C'est une question d'un agent que je viens de voir passer. Est-ce qu'il y a le droit au chèque cadeau? Alors là, écoute, comme ça, je n'ai pas la solution. Non, mais il n'y a pas de souci. Peut-être que nos collègues qui sont derrière et qui répondent à vos questions peuvent à la rigueur répondre à tout le monde s'ils ont la réponse. Parce que là, c'est vrai que là, je ne veux pas dire de bêtises. Donc, je préférerais. D'ailleurs, je vois pas mal de remontées sur les gens qui disent qu'il y a marqué sur le PowerPoint 171 € par an et par salarié. C'est
par événement également. C'est pour ça que c'est pour ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à fait. On ne l'a pas mentionné sur le PowerPoint puisqu'on vous le mentionne à l'oral, mais c'est 171 € par an, par salarié. Et par événement, tout à fait. Ouais. Et est-ce que je peux donner à un salarié et pas à un autre le chèque cadeau? Alors, par principe, s'ils remplissent les conditions, c'est-à-dire que si c'est pour Noël, non. On ne peut pas dire je vais pas le donner à ce monsieur. Plutôt, oui, on ne dit pas je donne à toi à Noël, on dit je donne à Noël à mes salariés. À tout le monde. Par contre, après, si on donne pour la fête des pères, on va donner qu'au papa. Là, du coup, maintenant, on peut choisir. Ça serait bien de donner la fête des mères quand même, c'est l'affaire bizarre. Mais voilà, après, je donne pour un anniversaire, oui, si jamais je donne pour quelqu'un qui a son anniversaire en janvier, je serai obligé de donner à celui qui a son anniversaire en février, à celui qui l'a en juillet. Par principe, oui. D'accord. Pour que tout soit bien clair. Je regarde si on a quelques questions sur le sujet. Non, pas auxquelles on est déjà répondu. On va passer alors tout ce qui est les primes. Primes. Alors, j'ai la réponse. On me dit que le dirigeant TNS n'a pas le droit au chèque cadeau. Eh bien, comme ça, vous avez la réponse. Et moi aussi. Tout à fait, en direct. Merci. Alors, je ne sais pas qui a répondu, mais merci à la personne qui a répondu. Alors, du coup, Virginie, est-ce que tu donnes cette prime partage de la valeur? Tout à fait. On l'a fait cette année. On a trouvé l'opportunité vraiment excellente. En tous les cas, une très belle initiative. Ça nous a permis en effet de féliciter nos collaborateurs pour l'année, pour même les 2-3 années qu'on vient de passer, qui ont quand même été des années difficiles pour nous et pour eux aussi. Donc, ça nous a permis de leur donner une prime totalement exonérée pour nous et pour eux. Donc, on a sauté sur l'occasion de le faire. Alors, on a souhaité donner un montant relativement conséquent et donc, pour des problématiques de trésorerie, on l'a scindé en deux. Donc, on va le faire en 2 règlements. On a fait un premier règlement en octobre et on fera un deuxième règlement, si tout va bien, en mars, pour pouvoir donner le montant global, mais en 2 fois. Et pour le coup, ils ont été vraiment très, très contents. Ils s'y attendaient pas du tout. Ils en avaient entendu parler, bien entendu les infos, etc. Mais ils pensaient pas que sur une structure familiale, comme une agence d'assurance, ça pouvait se faire aussi et qu'on prendrait l'initiative de le faire. Donc, ils ont été vraiment très, très contents. Et c'est très bien perçu. Et puis, financièrement, c'est quand même une belle opportunité. Ok, merci. Donc, moi, je vais rappeler un peu les règles juridiques pour tout ça. Donc, la prime partage de la valeur, alors elle remplace ce qu'on appelait avant la prime Macron ou la PEPA. Elle a été mise en place en juillet 2022. Donc, il y a un montant maximum de 3 000 € par salarié. Ça peut aller jusqu'à 6 000 € à partir du moment où on a un accord d'intéressement dans l'agence. Donc, ce montant, il est par principe donc, exonéré de charges sociales et d'impôts. Entièrement alors, entièrement, oui. En sachant que jusqu'au 31 décembre 2023, il y a vraiment des règles très larges. C'est-à-dire que c'est exonéré de charges sociales, d'impôts pour les salariés quand même qui gagnent moins de 3 fois le SMIC annuel. Donc, ça fait pour l'année 2022, alors je l'ai calculé au plus juste, ça fait 59 239,08 €. Donc, voilà. Donc, pour les salariés qui sont en dessous de ces 59 000 et des bananes, donc c'est exonéré de charges sociales, salariales, patronales jusqu'à 31 décembre 2023 et exonéré d'impôts surtout. Qui, je crois, représente une bonne partie des salariés dans les agences d'assurance. Oui, bien sûr. Donc, exonération de charges sociales, salariales, patronales, exonéré d'impôts. Par contre, à compter du 1er janvier 2024, il y aura toujours, sauf si ça change, mais la possibilité de verser cette prime de partage de la valeur. Par contre, elle sera soumise à impôt à partir du 1er janvier 2024. Soumise à impôt et elle sera soumise aussi à CSG, CRDS et taxes sur les salaires si je ne me trompe pas. Voilà, donc ça c'est pour le
le régime social et fiscal. Le montant peut être modulé en fonction de certains critères qui sont donnés par la loi. Donc, les critères, c'est l'ancienneté, le niveau de classification, le niveau de rémunération, vous avez la durée de travail et la durée de présence effective sur les 12 derniers mois. Donc, ce n'est qu'avec ces 5 critères-là qu'on peut moduler le montant. On ne peut pas exclure des salariés. Donc, on ne peut pas dire je ne veux pas le verser à ma femme de ménage. Non, ce n'est pas possible. Je ne veux pas le verser à mon collaborateur qui est en apprentissage. Non, il faut le verser, mais on peut moduler. Donc, après, il faut trouver le bon critère de modulation. Mais on peut moduler. Alors, la loi je peux choisir individuellement le critère de modulation, c'est-à-dire que j'utilise un critère pour telle personne, un autre critère pour un autre, ou le critère de modulation, je le fais est également générique. La modulation, il est collectif. Donc, je dis, je prends la durée de présence effective sur les 12 derniers mois. On va regarder si tous les salariés, on va voir celui-là, il a été malade un mois, ben, il va être réduit, etc. Le montant va être réduit, etc. Donc, ça marche pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, ça, c'est les modulations. La modulation, comment on met en place cette prime? Donc là, il faut faire, alors, soit un accord collectif. Là, c'est si vous avez un délégué syndical dans l'agence, donc ça, il n'y en a pas, donc on oublie. Soit c'est un accord qui va être signé soit avec le CSE, soit avec la majorité des 2/3 des collaborateurs, ou sinon, on fait une décision unilatérale qu'on remet aux collaborateurs. On leur fait signer un petit document comme quoi ils ont bien reçu la décision unilatérale. Et voilà, la modalité mise en place, ça n'est que ça. Ce n'est pas très compliqué. On a des modèles. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir nous demander le modèle pour la décision unilatérale. Vous n'avez pas besoin de la déposer auprès de la direction du travail. Donc, il y a juste à la rédiger, la signer et la transmettre à vos collaborateurs et leur faire signer un petit document comme quoi ils l'ont bien reçu. Si vous avez quand même des représentants du personnel, il faudra avoir leur avis, avoir l'avis des représentants du personnel sur la décision unilatérale, et ensuite, voilà, remise aux collaborateurs. Si par contre vous faites un accord collectif, là, il faudra qu'il soit déposé auprès de la direction du travail. Donc, je pense qu'il y a très peu d'agents qui passeront par l'accord collectif. La décision unilatérale, c'est beaucoup plus simple. Oui, y a-t-il un avantage à passer par l'accord collectif plutôt que par la décision unilatérale? Non. Pas plus. Donc, c'est plutôt la décision unilatérale qui l'emporte. Très bien. J'ai vu passer une question d'un agent qui demandait si tes 50 009 € et des bananes étaient brut ou net. Brut. Brut, voilà. Est-ce qu'on peut l'étaler et la verser en plusieurs fois, me demandait un agent? Oui, alors effectivement, je l'ai oublié, mais vous avez un versement qui peut être, alors c'est 4 fois dans l'année. Donc, en fait, c'est une fois par trimestre sur l'année civile. Donc, ça fait 4 fois. Donc, vous pouvez effectivement faire 4 versements. Voilà. Après, comme c'est pour le régime fiscal un peu plus large que je vous ai expliqué, c'est jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, on peut très bien faire une DU pour 2022 et puis une décision unilatérale pour 2023. Donc, oui, on aura, voilà. On parle bien d'année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas de juillet 2022 à juillet 2023. Non, je parle on est vraiment du 1er janvier au 31 décembre. Oui, tout à fait. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, écoute, pas que. Est-ce que si, par exemple, je la verse à part, je la verse sur le salaire, je fais comme je veux? Je la verse à part. Qu'est-ce que tu veux dire par je veux dire, est-ce que je suis obligé d'attendre la fiche de paye pour verser ou pas? On la verse sur la fiche de paye par principe. Elle doit faire, elle fait l'objet d'une inscription sur la fiche de paye. D'accord. Sur la fiche de paye du mois concerné. Très bien. Je la verse en décembre, je la mets sur la fiche de paye du mois de décembre. Merci beaucoup, Emmanuel. Virginie, toi, tu nous confirmes que ça a été relativement simple à faire et à pratiquer? Mais grâce à la GA, ça a été très très simple à faire et à pratiquer, puisqu'au moment où je me suis posé la question, et comme à chaque fois que je me pose des questions sur des sujets RH, j'ai tout de suite le réflexe d'interroger les juristes de la GA. Un petit contact depuis le site internet sur les représentants. Donc, en l'occurrence, j'ai pu tomber sur Emmanuel, il me semble-t-il. Et donc, je lui ai posé la question. Je m'interroge sur la mise en place. Quels sont
modalités. Et elle m'a très rapidement, en moins de 48 heures, j'ai eu un retour avec le modèle de décision unilatérale, qui est très bien faite puisqu'elle nous donne toutes les possibilités qui s'offrent à nous en matière justement de personnalisation sur, voilà, éventuellement pour mettre un prorata en fonction de l'ancienneté. Enfin voilà, ça offre toutes les possibilités. Puis ensuite on la personnalise. Donc j'ai trouvé que c'était très simple. On l'a mis en place, on l'a fait signer, les collaborateurs ont signé forcément avec plaisir. Et en effet, on l'a mis sur la feuille de paye. Donc tout simplement, lorsque j'ai envoyé mes éléments de paye à mon comptable, j'ai rajouté une ligne et j'ai prévenu mon comptable que je donnais cette prime de partage de la valeur à mes collaborateurs. Et ça a été versé en même temps que la paye à la fin du mois. Okay. Merci Virginie. J'ai une question qui me demande si ça peut être inférieur à 3 000 €. Ah oui, pardon, c'est le montant maximum. Là, on parle d'un maximum. Si je veux verser une prime de 52 € et des bananes, je peux. 52 € et des bananes, ouais, on peut. Très bien. Oui, pardon, excusez-moi, je n'ai pas dit, mais c'était un montant maximum. Hein. Les 3 000 ou les 6 000, c'est des montants maximum. Je regarde s'il y a encore quelques questions immédiatement. Alors, il y en a beaucoup qui parlent, je vois, de l'accord d'intéressement. Ça tombe bien puisque ça me fait une transition. Je voulais juste finir quelque chose. Virginie disait qu'elle avait reçu la décision unilatérale, qu'elle l'avait rédigée, etc. On peut aller aussi plus loin. Vous pouvez nous la transmettre une fois que vous l'avez rédigée pour qu'on vous la valide, si vous le voulez. Après, il n'y a pas d'obligation. Mais voilà, donc le service va jusqu'au bout. Tout à fait. Voilà. Alors, du coup, ma transition. C'est toute trouvée. À l'intéressement. est toute trouvée. Virginie, toi, tu as un accord d'intéressement dans ton agence? Eh bien, pas encore. Pas encore. Donc, ce dont nous allons parler tout de suite m'intéresse fortement parce que, avant de savoir que j'allais intervenir lors de ce webinaire, il m'intéressait déjà pour avoir les informations justement sur l'éventuelle mise en place dans mes agences d'une prime d'intéressement. Et donc, je suis très intéressée par ce que vous allez nous raconter tout de suite. Et pourquoi cette réflexion était venue à l'esprit? Parce qu'aujourd'hui, en tous les cas, dans le recrutement, j'ai eu à recruter beaucoup sur les 3 dernières années et on se rend compte que dans les profils que l'on reçoit, on se retrouve en concurrence soit avec des gros courtiers, soit avec des banques, soit avec nos compagnies, des compagnies d'assurance. Et donc, pour attirer les jeunes profils dans nos agences, il faut leur donner des perspectives alors de croissance en interne, et ça, on sait que c'est compliqué, mais il faut aussi leur donner des moyens de rémunération complémentaires qu'ils pourraient trouver dans les grands groupes. Donc, on l'a vu sur tout ce qu'on a évoqué ensemble précédemment, mais l'accord d'intéressement fait aussi partie des questions qu'on peut poser, ou en tous les cas d'un outil de fidélisation, voire d'attrait dans nos structures. Donc, c'est pour ça que je m'intéressais à ce mode de rémunération complémentaire. Donc, typiquement, ce pourquoi on avait monté finalement ce webinaire de la fidélisation. Exactement. Parfait. Donc, il va falloir que je parle de comment ça se met en place. Et tout exactement, parce qu'il y a pas mal de questions sur le calcul, selon le résultat. Alors déjà, les modalités de mise en place. Donc, c'est soit vous avez un accord collectif. Donc là, c'est signé généralement avec la majorité des 2/3 des salariés. Voilà, la majorité des 2/3. Vous pouvez, alors, depuis peu, le mettre en place aussi par décision unilatérale. Mais là, il y a des conditions à remplir. Il faut déjà que l'agence ait moins de 11 salariés. Il y en a, hein, voilà, moins de 11 salariés. Il ne faut pas qu'il y ait de représentants du personnel. Ah oui, pourquoi cela? Parce que s'il y en a, il faut que ce soit fait avec les représentants du personnel. Ah oui, du coup, puisque la DU se fait. Voilà. Et il ne faut pas qu'il y ait eu d'accord d'intéressement depuis 5 ans dans l'agence. Depuis au moins 5 ans. Voilà. Il aurait pu y en avoir déjà, mis en place par un accord collectif, et là, de repasser par une DU, ça ne plaît pas au gouvernement. Donc ça, c'est les conditions. Donc si les conditions sont remplies, on peut aussi le faire par DU. Maintenant, avant cette possibilité-là, on avait déjà la possibilité de mettre en place des accords d'intéressement dans les agences. Alors moi, j'ai déjà eu quand même pas mal d'agents qui m'ont posé des questions, et l'accord passe très bien. L'accord avec la majorité des 2/3, ça, on peut quand même facilement le faire.
Et c'est peut-être mieux dans ce cas-là parce que du coup, les salariés peuvent peut-être donner leur avis sur le mode de calcul justement de l'intéressement. Et ça peut être peut-être plus intéressant dans ce cadre-là, en tout cas, de passer par un accord. Sachez que vous avez aussi des modèles auprès de l'AGA et on peut aussi vérifier ce que vous mettez dans vos accords, si vous le souhaitez, pour vous dire si oui ou non ce sera validé par la direction du travail et par l'URSSAF. Donc ça, c'est pour les modalités de mise en place. Les bénéficiaires, donc c'est les salariés qui ont au moins 3 mois d'ancienneté et les agents. Donc, le dirigeant peut donc percevoir aussi l'intéressement à partir du moment où c'est inscrit dans l'accord d'intéressement. Donc, dans nos modèles, on le prévoit, donc vous ne pouvez pas l'oublier dans le modèle, ça y est. Maintenant, vous l'enlevez ou vous le laissez, hein, selon si vous voulez pouvoir en bénéficier ou pas. Dans le modèle de DU. Dans le modèle, alors nous, on a fait un modèle d'accord. D'accord. Voilà. Maintenant, on peut le transformer en modèle de DU, hein. Mais nous, c'est vrai qu'on a fait plutôt un modèle d'accord collectif là. Nous semble plus intéressant en tout cas de le faire dans ce sens-là. Pour l'intéressement. Pour l'intéressement, que pour l'intéressement. Oui, voilà. parce que les formules, parce qu'il y a je crois qu'il y a des formules de calcul différentes et qui peuvent requérir effectivement un certain consensus. Ce serait bien, voilà. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est l'intéressement? Parce que je ne l'ai pas dit, en fait, c'est une façon d'associer les salariés aux résultats de l'entreprise. Et comment on fait ça? Il y a un mode de calcul pour connaître le montant d'intéressement qu'on va pouvoir répartir aux salariés. Donc, le mode de calcul, on va le prévoir dans l'accord. Alors, on a un accord de branche sur l'intéressement. Et dans cet accord de branche, les partenaires sociaux ont mis des exemples de calcul de l'intéressement. Donc, c'est pas une liste exhaustive, donc on peut s'en servir, mais on peut aussi inventer un autre mode de calcul. Donc après, le mode de calcul que certains agents utilisent le plus, c'est on va se baser sur un pourcentage de l'augmentation du chiffre d'affaires. Par rapport à l'année précédente. Par rapport à l'année précédente. On se fixe un objectif, je veux qu'il y ait une augmentation. Si le chiffre d'affaires a augmenté de 15%, vous touchez un intéressement. On peut aussi fixer un objectif, mais là, je ne parlais pas d'objectif. Je disais, par exemple, l'intéressement sera égal, je sais pas, à 5% de l'augmentation du chiffre d'affaires. Mais est-ce que la condition doit être qu'il y ait une augmentation? Ah bah oui, là. Mais est-ce qu'on chiffre cette augmentation? Pas dans ce cadre-là. Pas dans ce cadre-là. Pas dans ce que je te dis, mais dans cet exemple. Mais les deux peuvent se recouper. Oui, on peut le faire aussi. Donc, du coup, il faudra voir l'année précédente, l'année en cours, voir s'il y a eu une augmentation. Et s'il y en a eu une, de dire, voilà, le montant de l'augmentation, il est de, j'en sais rien, X euros. Et du coup, on applique les 10% sur ces X euros. Et ça va être le montant de l'intéressement global qui sera à répartir entre les salariés. Donc ça, c'est une formule de calcul. Après, il faudra vous regarder la liste sur l'accord de branche que vous pouvez trouver sur le site de la fédération au niveau, c'est droit social et RH, et vous pouvez le trouver au niveau de convention collective accord de branche. Donc là, vous avez toute la liste de formules données. Vous pouvez aussi le faire en fonction des comment j'arrive plus à trouver, du taux de j'arrive plus à des gens, des satisfactions voilà. Mais ça va être compliqué. Il faut d'abord faire un questionnaire de satisfaction. Voilà, ça c'est beaucoup plus compliqué quand même. C'est très large en fait. C'est très large. Ce que la loi prévoit. En fait, la loi elle prévoit pas de mode de calcul. La loi, elle dit juste, il faut un calcul en fonction en fonction des résultats, par exemple, et il faut surtout un aléa. Il faut surtout qu'on ne soit pas sûr que les conditions soient remplies. C'est pour ça que je te disais, X% de l'augmentation, oui, il faut qu'il y ait une augmentation, c'est là où est l'aléa. D'accord. Donc, il faut toujours qu'il y ait un aléa dans la formule de calcul, parce que s'il n'y en a pas, le salarié pourra toujours avoir l'intéressement et du coup, il n'y a pas la condition quand même importante de l'intéressement. Par nature est incertain. Voilà, par nature est incertain. C'est joli comme ça. Et donc après, une fois qu'on a ce montant
à répartir. Donc, on a calculé ce montant, il faut le répartir entre les salariés. Et donc là, la répartition, elle se fait soit de manière égalitaire entre tous les salariés. Donc là, on me dit, j'en sais rien, j'ai 5 salariés, j'ai 5 000 euros de montant d'intéressement. Du coup, 1 000 euros chacun. Voilà, ça, c'est égalitaire. Par contre, vous pouvez aussi le faire de manière proportionnelle au salaire. Donc là, dans l'accord, il faudra mettre que votre répartition, c'est proportionnel au salaire. Alors, il faudra mettre quel salaire, le salaire brut, les salaires habituellement versés, parce que ce n'est pas forcément la même chose. Ça peut être proportionnel, j'allais dire, un salaire bas peut toucher plus qu'un salaire haut, par exemple, et inversement? Là, étant donné que c'est proportionnel au salaire et qu'on n'a pas dit Vraiment. inversement proportionnel, donc pour moi, c'est proportionnel, c'est proportionnel. Voilà. Très bien. C'est proportionnel au salaire, ou ça peut être proportionnel aussi à la durée de présence. Donc là, il n'y a que 3 possibilités de répartition. Donc, égalitaire, durée de présence et proportionnel au salaire. Et j'ai vu 2-3 fois passer la question, les alternants sont compris dans ce calcul de l'intéressement. Oui. Même s'ils ne sont pas là au moment où celui-ci a été signé. Alors, en fait, il faut qu'ils soient là sur la période de référence de l'intéressement. C'est vrai que ce n'est pas écrit, mais l'intéressement, par principe, c'est 1 an, voire 3 ans, en fait, de la durée de ton accord d'intéressement. Ah oui, je peux l'établir pour 1 an ou 3 ans. Voilà, de 1 à 3 ans. Donc, quand vous avez une période de référence, je ne sais pas, on a dit 3 ans, c'est 1er janvier 2022, 22, 23, 24 au 31 décembre 2024. Il faut quand même, pour verser, en tout cas pour l'année 2022, en 2023, parce qu'on verse en 2023, il faut que le salarié ait été là quand même en 2022. Enfin, il faut quand même, voilà. Oui, donc on verse sur les résultats de l'année précédente. Par contre, à partir du moment où il a été là 3 mois, il faut le verser dans 2022. Si par contre, il n'a pas été là pendant l'année 2022, mais il n'aura pas. Et imaginons, le critère est rempli, mais l'agent n'a pas la trésorerie au moment donné pour le verser. Est-ce qu'il peut reporter? Est-ce que ça annule l'intéressement? Non, là, le problème, c'est qu'il faudra verser. Donc, il faudra trouver la façon de le verser. Si vous signez un accord d'intéressement, que les conditions sont remplies, il faudra le verser. Alors, vous avez jusqu'au 1er mai, il me semble, c'est jusqu'au 1er mai de l'année suivante pour le verser. Donc, si on a un accord d'intéressement qui concerne l'année 2022, on a jusqu'au 1er mai 2023 pour le verser. D'accord. Mais voilà, il faut le verser, quoi. On ne pourra pas, oui. Même si en mai, je n'ai toujours pas la trésorerie, il faudra disons que les salariés pourront vous réclamer, ils pourraient aller devant les prud'hommes s'ils ne l'ont pas, etc. Oui. Donc, il faut, dans la mesure du possible, prévoir, provisionner peut-être. C'est ça, prévoir le montant. Et du coup, imaginons que je fais mon accord ou ma DU avec un mode de calcul sur 1 an. L'année d'après, je peux le changer, mon mode de calcul, en établissant mon nouvel accord collectif? Alors, si vous avez fait un accord pour 1 an, vous refaites votre accord. Et, puis, voilà. Et on peut changer, là, à ce moment-là, le mode de calcul. Ouais. Par contre, si vous avez fait un accord sur 3 ans et que vous avez mis un mode de calcul, vous pouvez faire un avenant à l'accord d'intéressement pour modifier le calcul, mais du coup, ce sera les mêmes modalités. Alors, je n'ai pas parlé des modalités tout à l'heure parce que je ne voulais pas forcément rentrer dans le détail, mais l'accord de branche n'importe quoi, l'accord d'intéressement, il doit être signé pour pouvoir être applicable l'année N, il doit être signé au plus tard le 30 juin de l'année N. Ah d'accord, donc si je veux établir un accord d'intéressement pour 2022, j'avais jusqu'au 30 juin. Donc là, si vous voulez établir un accord d'intéressement pour 2023, vous avez jusqu'au 30 juin pour en établir les modalités et négocier avec vos salariés l'accord collectif. Mais ça veut dire que je peux quand même dire que ça commencera le calcul à partir du 1er janvier 2023. Ouais. Donc ça, c'est 30 juin à déposer. Là, par contre, il faudra le déposer auprès de la direction du travail au plus tard 14 juillet pour que l'accord d'intéressement soit valable à compter du 1er janvier 2023 et pour qu'il y ait des exonérations de charges sociales. Parce que l'intérêt, il est là aussi. L'intérêt est là. C'est qu'il y a l'exonération de charges sociales sur la somme, sur l'intéressement. Il y a des exonérations de toutes les charges sociales, sauf la CSG-CRDS.
Bon, par contre, il n'y a pas d'exonération d'impôt. Sauf si on le met, cette somme, sur le PEE, mais là, on n'a pas prévu de parler du PEE. Alors, attention, je vois passer 2-3 questions sur PE, Ah ouais, PEI. mais on n'avait pas prévu verra. d'en parler. Mais voilà, du coup, voilà, l'accord d'intéressement, j'essaie de réfléchir, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Virginie, toi qui Virginie. étais intéressée par le sujet, est-ce qu'il y a des questions ou des points auxquels on n'a pas répondu ou que tu souhaiterais éclaircir et qui peuvent être profitables à tous les agents qui nous écoutent? Alors, écoute, je vais avoir du mal à me prononcer tout de suite. Je vais aller surtout lire avec beaucoup d'intention l'accord que l'on trouve sur le site de l'AGA. Et je t'avoue, en toute sincérité, que je vais l'étudier, je vais le lire et que je vais très rapidement me rapprocher d'Emmanuel pour éclaircir les différents points. Là, je peux pas me prononcer, il faut que je lise l'accord pour avoir des questions. Mais en tous les cas, déjà, j'y vois plus clair. La question sur la trésorerie, parce que c'est quand même le nerf de la guerre de nos agences, m'a beaucoup intéressée, puisqu'en effet, il faut bien avoir conscience qu'on doit le mettre dans notre business plan et dans notre dans notre suivi de trésorerie. Donc, écoute, non, en tous les cas, me motive à aller regarder ça de vraiment plus près. Sur le site, vous trouvez l'accord collectif, mais également, je crois, les modèles, d'accord. différents modèles d'accord et différents modèles de mode de… Alors, vous avez un modèle d'accord, mais dans l'accord, vous avez toute la liste de formules de calcul qui avait été proposée par les partenaires sociaux. Donc, on trouve la liste. Et encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, on peut en créer d'autres. Et par contre, il faut bien tenir compte de cette histoire d'aléa. Donc, il faut bien prendre en compte que le salarié ne doit pas être certain, en fait, de toucher quelque chose. Voilà, même si c'est dommage pour eux, hein, on est d'accord. Mais voilà, l'aléa est quand même très important. Et donc, comme disait Virginie, vous pouvez trouver des documents sur le site. Vous pouvez revenir vers nous pour vos questions et vous pouvez aussi revenir vers nous pour qu'on vérifie ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on vérifie votre accord et qu'on vous dise si oui ou non on pense que ça peut passer parce que cet accord, vous le déposez auprès de la direction du travail et donc il va être contrôlé et par l'URSSAF et par la direction du travail. Donc, c'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux avant un deuxième avis voir si… merci Emmanuel pour l'intéressement. Je crois qu'on a été plutôt exhaustif sur le sujet. Je vous propose de passer à un autre type de prime. C'est la prime transport qui, en ce moment, est assez d'actualité avec la hausse des prix du carburant et du pass Navigo. Je ne sais pas si Virginie, tu l'as mise en place, toi, la prime transport? Oui, tout à fait. J'ai deux collaboratrices à qui on verse cette prime transport, tout à fait. Ok. Alors, donc du coup, cette prime transport, il y a aussi le montant a été modifié puisqu'avant il était à 200 €. Donc là, il est passé à 400 € par an et par salarié, qui bien sûr, c'est une prime transport, donc qui utilise sa voiture pour les trajets domicile-lieu de travail. Donc, les conditions, elles ont été un peu effectivement libéralisées pour 2022 et 2023. Antérieurement, les salariés qui pouvaient en bénéficier, c'est effectivement ceux qui utilisaient leur voiture, mais parce qu'il n'y avait pas de transport en commun ou parce que les transports en commun, les horaires des transports en commun étaient incommodes par rapport aux horaires de travail. Voilà, c'est pas fait pour moi et mon pass Navigo. Non. Ok. Donc, là, pour 2022-2023, peu importe qu'on utilise sa voiture pour des convenances personnelles ou qu'il y ait des transports en commun ou qu'il n'y en ait pas, on peut bénéficier de cette prime. Donc pour tous les salariés qui utilisent leur voiture pour venir travailler. Donc ça, il y a une modulation qui est possible en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail. Et puis la modalité de mise en place, c'est là par contre une décision unilatérale. On a aussi des modèles, donc si vous voulez, vous nous la demandez, on vous la transmet, il n'y a pas de souci. Et voilà, et donc c'est bien sûr pour tous les salariés, je le répète, pour tous les salariés qui prennent leur voiture pour les trajets domicile de travail, c'est pas lui je veux bien lui en donner, mais lui je veux pas. Donc si on le donne à l'un, on le donne à l'autre. Après, le même montant. Alors, le même montant, sauf modulation, puisque s'il y en a un qui habite plus près que l'autre, on peut voilà, modulation selon la distance, on peut un peu quand même moduler. Voilà, donc
Donc, ça s'ajoute à l'indemnité des frais kilométriques, ça se complète, ça se substitue. l'indemnité de frais kilométriques, c'est pour moi, en tout cas, plus pour les trajets professionnels. D'accord. Donc, ça s'ajoute. Parce que trajet professionnel, c'est quand on va de l'agence à chez un client. Donc là, on a le droit à aller aux ICA. Là, c'est en plus. Donc oui, ça s'ajoute. Parfait. Je regarde s'il y en a une question. Pour les voitures électriques, tiens, c'est une bonne question puisque ça a été évidemment pensé à la base pour l'augmentation de l'essence, mais les voitures électriques. Vous avez aussi un montant pour tout ce qui est hybride, etc. Et le montant, il est à 700 €. Donc là, il y a un autre montant en fait. Voilà, mais sinon, c'est la même chose. Pardon, je mets ma main devant la bouche, j'espère que vous m'avez entendu. Donc, il y a un montant pour tout ce qui est les véhicules électriques ou hybrides. Voilà. Donc, ça, c'est 700 €. Voilà, c'est ça. Donc là, le montant, il est à 700 €, mais les modalités sont les mêmes. C'est-à-dire, on peut moduler, il y a une mise en place par DU, etc. Alors, là, je vois qu'on a plein de questions. Je suis désolée, Emma, je pense qu'on ne va pas y couper, mais je vois des questions sur le PEE, PEI, PERCO. Et c'est quoi les questions Eh ben, quel est l'intérêt pour un agent, par exemple, de mettre en place un PEE, un PEI, un PERCO? Déjà, quelles sont les différences entre ces trois Alors, PE, PEI, entre guillemets, c'est la même chose. Le PE, c'est plan d'épargne entreprise, donc c'est mis pour l'entreprise Y. Et par contre, le PEI, c'est un plan d'épargne inter-entreprise. Donc déjà, ça a déjà été mis en place et on peut adhérer à ce PEI. Donc généralement, les banques proposent des PEI. En fait. C'est pas une insulte, voilà. Je connais. Propose des PEI. Donc là, on peut effectivement l'entreprise peut aller vers un PEI, ouais. Mais ça ne change pas en soi. Une agence sera plus sur le modèle du PEE et du pas PERCO. Forcément. Non plus, non, pas forcément. Non, pas forcément. Il y a des agents, je vais y arriver, pardon, qui ont mis en place des PEI. Il n'y a pas de. Et le PERCO, je crois, c'est la retraite. Alors le PERCO, c'est pour la retraite. Et là, par contre. Après, ça peut être mis en place dans une agence. Y a pas de... Mais les règles, alors c'est aussi soit accord collectif. L'ADU, je ne sais plus si c'est mis en place par ADU ou pas. Mais bon, après, vous revenez vers nous directement parce que là, j'avoue que je me suis pas penchée trop sur la question. Et le principe, je crois, c'est que si j'ouvre un PEE, c'est que l'agent détermine le fait que son salarié versera un montant X sur le PEE et lui, derrière, il abonde en fonction d'un mode de calcul qu'il peut déterminer lui aussi, qui est déterminé par la loi. Qui peut déterminer, je crois qu'il y a juste il y a des plafonds à respecter. Mais après, par exemple, l'intéressement, il peut être déposé effectivement sur le PEE, s'il y en a un. L'intéressement peut être déposé sur le PEE, ce qui fait que du coup, il n'est pas soumis à impôt. Ah, donc ça, c'est intéressant. On peut coupler les deux pour verser quelque chose que le salarié met du coup directement de côté, il ne paye pas d'impôt et moi, en tant qu'agent, je n'ai pas payé de cotisation. Non, c'est ça. Ah oui, donc c'est double bénéfice. Donc, voilà, et pareil pour le PERCO, parce que je dis beaucoup PEE, le PERCO, on n'a pas eu beaucoup de questions, j'ai pas eu beaucoup de questions sur le PERCO, et là, je préfère. Oui, non, mais effectivement. non, mais je comprends. Il y a parfois des sujets. Il faut que, en fait, si vous avez vraiment des questions sur le PERCO, PEI, PE, revenir vers nous par téléphone ou nous envoyer un mail d'ailleurs. On vous répondra aussi. L'agent peut en bénéficier, il peut ouvrir un PEE dans ce cadre-là aussi. Il en peut en bénéficier. Oui. C'est juste qu'il verse lui-même personnellement et ensuite en tant qu'entreprise, à vérifier quand même. À vérifier quand même, mais. Les règles ne sont pas toujours très claires, je crois. Mais je préfère dans ces cas-là qu'on envoie un mail et qu'on puisse vous répondre après avoir bien cherché la réponse. Oui, parce que des fois, il y a des cas assez particuliers à telle ou telle entreprise. Il nous reste un petit peu de temps pour passer alors aux challenges commerciaux qui, techniquement, sont… en fait, Virginie,
Dis-nous ce que C'est c'est, quoi? toi, un challenge commercial pour toi. Alors, nous, on met en place, alors on appelle tout ça des incentives, mais après, chacun son truc. Pardon, mes oreillettes m'ont lâché. Donc, c'est plus des incentives. En règle générale, on met ça sur un trimestre. On met en place, on a créé des petits des règlements, tout simplement, qui on va dire, donne les règles qui participent. Alors, en règle générale, on essaye de trouver des incentives par fiche de poste, c'est-à-dire que les commerciaux ont un type de challenge, les APA, donc les collaborateurs, collaboratrices, gestionnaires, un autre type de challenge, pour essayer que tout le monde, en fonction du temps commercial dédié, en fonction du temps dédié à l'action commerciale, puisse quand même avoir une part de rémunération variable. Voilà. Et donc, pour chacun, on a écrit, c'est mon associé qui a fait ça avec brio, a écrit des beaux règlements, courts, compréhensibles de tous, pour que ce soit à peu près. Là, j'avoue, j'avais pas demandé à la GA, mais il me semble que c'était les règles de base pour que ce soit conforme. Voilà. Et en règle générale, on fait que ce soit atteignable. Voilà, juste le petit point à rajouter. Oui. On essaie vraiment de faire en sorte que ce soit atteignable et qu'on verse, quoi. Le but, c'est de verser. Voilà. Oui, que tout ça reste, qu'on couple en fait résultats forcément commerciaux et du coup récompenses et pour créer cette ambiance agréable de travail aussi. Tout à fait. Et Manuel, alors est-ce que ce que pratique Virginie avec ses règlements qu'elle ne fait pas relire par la GA, c'est bien, c'est pas bien, c'est faisable, pas faisable? Alors après, en fait, les challenges commerciaux, il n'y a pas de réglementation. Il n'y a pas, la loi n'a pas dit il faut faire ci, ça, ça et ça. Donc après, entre guillemets, on peut faire ce qu'on veut. Après, j'aime bien entendre quand même qu'on a des challenges commerciaux qui soient raisonnables quand même et puis atteignables. Ça, généralement, c'est quand on a des objectifs. Les objectifs, on dit c'est raisonnable, atteignable, que les salariés aient tous les moyens pour les réaliser. Les challenges, bah voilà, c'est hop, sur le coup, on vous demande de faire X contrats, X, bon, voilà. C'est pas, il y a rien de réglementé. Et donc, quand le salarié il atteint ce qu'on lui demande, il y a effectivement versement de primes. Donc là, c'est du Ça rentre dans le salaire. cadre des primes. C'est du salaire. Et donc, c'est soumis à charges sociales, salariales, patronales. Ça va être soumis à impôt, enfin, comme du salaire, quoi. Ça va être sur la fiche de paye. Et il y aura. Et il y aura charges sociales, etc. Voilà ce que je peux verser tiens, une bonne question, je peux verser ma prime challenge commercial en chèque cadeau? Hop, si tu atteins tes objectifs, il faudra absolument que ça ne dépasse pas les 171 €. Voilà, du coup. Voilà. Parce que si ça dépasse, là, ça ne sera pas bon du tout. Et quand même, on choisisse une date, qu'on corrèle ça à une des dates où c'est possible de donner. Ouais, mais après, c'est pas très conseillé. Non, c'est pas forcément conseillé. Parfois, ça se fait, mais si on le fait, il faut vraiment que ça reste en dessous de 171 €. Et on me demande, est-ce que c'est contractuel? Est-ce qu'il y a du coup un espèce de petit contrat signé entre le salarié et l'employeur? Si tu atteins ton 40 contrats de plus par jour en 6 mois, sur 6 mois, Après, si ça concerne tous les salariés, par exemple, tous les commerciaux, moi, je ne ferai pas quelque chose de contractuel. Je le fais surtout soit par décision unilatérale, donc un document écrit qui dit pour les collaborateurs qui sont classés, je sais pas, chargés de développement commercial, il y aura tel challenge avec tel montant à atteindre, et voilà. Donc ça, n'est pas dans le contrat de travail. Et tu disais. Et je peux moduler entre les mêmes classifications. Je peux dire, j'ai un objectif pour cette personne de faire 10% de plus, et de la même classification, cette personne, elle est plutôt basée sur le nombre de contrats. Non, pour moi, la challenge commerciale, c'est tous les commerciaux qui ont pour moi le même. Sinon, on arrive à faire des objectifs. Là, c'est des objectifs individuels. Et sinon, c'est plus contractuel. Là. Donc, pour moi, là, c'est le challenge commercial. C'est pour tous les commerciaux qui doivent atteindre le même chiffre.
D'accord. Merci Emmanuel. Je vois qu'on a bien occupé notre temps, mais j'ai quand même quelques questions que j'ai vu passer, que j'ai notées sur les tickets resto, par Ouais. exemple, pour y revenir. L'apprenti y a-t-il droit? Alors, l'apprenti, il y a le droit sur les jours où il va être, totalement dans l'entreprise. Oui, Voilà. si son rythme, oui. Si par exemple il est 3 jours dans l'agence et 2 jours à l'école, il y aura le droit pour les 3 jours à l'agence. D'accord. Très bien. Quand les salariés sont en télétravail, ils ont droit au ticket resto? Alors, ça a été une question pendant le Covid. Mais oui, le salarié, il a le droit à ses tickets resto quand il est en télétravail. Très bien. Et je crois qu'on a oublié de parler des conditions d'utilisation, des plafonds, des week-ends. Alors, j'avais parlé du plafond des 25 € par jour. Mais effectivement, alors le week-end, normalement, on n'a pas le droit de les utiliser. Samedi, dimanche, à partir du moment où on ne travaille pas le samedi et dimanche, le principe, c'est qu'on n'a pas le droit de les utiliser. Après, est-ce que tous les commerçants appliquent le principe? Je ne sais pas. Voilà, c'est aux commerçants d'appliquer le principe, c'est pas la carte, j'allais dire, qui est bloquée ou ce genre de non, je choses. pense pas. Ça, Ok. non. Mais normalement, voilà, on n'a pas le droit de les utiliser normalement les jours fériés. Et après les horaires de travail, imaginons que moi je termine à 18h, je vais faire mes courses à 19, j'ai le droit d'utiliser ma carte ticket resto ou normalement c'est interdit? Non, là, pour moi, oui. C'est un jour Ça où tu reste un travailles. jour où on Donc, travaille. pour Ok, moi, oui, là, c'est bon. très bien. J'ai vu des questions sur la prime Macron. Je ne sais plus si on y a répondu. L'agent a-t-il droit à la prime Macron? Ah ben là, non. L'agent employeur. Non. Non, par contre, là, Ah, non. Non, c'est pour les salariés. et vraiment pour les salariés. Ouais. Et est-ce que, alors je crois que la réponse, mais on m'a demandé s'il y avait aussi des modes de calcul selon le résultat ou autre pour la prime Macron. Des modes de calcul. Bah, comme il y en a pour l'intéressement. Ah non, Non. non, non. On est bien Là, en d'accord que fait, c'est un montant. on fixe le montant. Après, on peut fixer des règles de modulation. Mais voilà, il n'y a pas de mode de calcul en tant que tel sur la prime Macron ou prime partage de la valeur maintenant. Oui, pardon, j'emploie toujours le vieux vocable. Le stagiaire a-t-il droit au ticket resto? J'imagine que c'est la même réponse que pour l'alternant. Alors, les stagiaires, je ne sais plus. Je dirais oui. Je dirais oui, mais j'ai un trou pour le stagiaire. Très bien. Mais moi, comme ça, je dirais oui, mais j'ai un trou. Ah ben, on me dit que oui. Ah, ouais. Voilà, votre Mon trou était réponse bien rempli. est donnée. Alors, on me demande de parler des chèques vacances. Est-ce que ça rentre dans ce cadre de rémunération accessoire et Alors, du coup de ce webinaire ou pas? ça aurait pu y rentrer, les chèques vacances, effectivement. Les modalités sont un peu plus compliquées quand même. Oui. Donc là, je vous avoue que je ne vais pas pouvoir y répondre là comme ça. Oui, dans le temps Mais ça existe, imparti. effectivement. Dans le temps imparti. Mais là, je ne vais pas pouvoir répondre là. Je vais remonter un petit peu, voir si on avait raté. Non, écoutez, je vois qu'il y a eu pas mal de réponses aussi de la part de nos juristes en coulisses à vos questions. Normalement, elles sont accessibles. Chèque vacances, non. Beaucoup de questions sur le chèque vacances, mais là, donc c'est oui, mais c'est une application. Non, puis c'est une application assez particulière. On a loupé le coche de chèque vacances. Bon. Virginie, est-ce que tu peux avoir ton ressenti en tant qu'agent sur ce webinaire pour conclure? Est-ce que nous entend Virginie? Elle nous a dit que c'est bon. Je disais que surtout, j'espère que ça aura servi à nos consoeurs et à nos confrères qui nous écoutent et que ça leur aura donné quelques idées pour fidéliser et pour attirer dans nos agences et pour montrer que oui, on est des petites structures, on est des agents généraux, mais
on peut rivaliser avec des banques ou avec des compagnies parce qu'on a plein d'outils. Il suffit juste de les activer et de les valoriser au sein de nos agences. Voilà, et je pense que c'est un vrai challenge pour nous. Donc, merci en tous les cas à l'AGA pour tout ce que vous mettez en place pour nous. C'est vraiment une épine dans le pied en moins d'avoir des juristes à notre disposition et d'être sûr qu'on fait les choses dans les règles. Et les juristes aussi fournissent beaucoup de contenu en dehors des appels et des mails, notamment dans les lettres, dans les newsletters. On a aussi des minutes fiscales, sociales ou courtages dans lesquelles on évoque certains de ces sujets. Donc, n'hésitez pas non plus à aller lire tous ces supports et à aller regarder pour ensuite poser des questions à nos juristes. Voilà. Je voulais juste apporter juste une précision sur, en dehors de ce dont on a parlé, la rémunération accessoire, il y a certains agents qui aimeraient donner des… Alors, je ne parle plus de la prime PEPA ou la prime partage de la valeur, mais il y a des agents qui aimeraient pouvoir donner des primes à certains salariés et pas à d'autres. Donc là, en fait, vous avez un principe de à travail égal, salaire égal. Donc, vous avez… Attention quand vous voulez verser des primes et quand vous voulez le faire à l'un et pas à l'autre, s'ils ont le même travail, donc la même classification, le même poste, faites attention si vous voulez différencier et donc mettre des primes à certains, pas à d'autres ou avec des montants différents, à faire de la différenciation avec des critères objectifs. C'est-à-dire pas celle-là, j'en peux plus, celui-là, il m'énerve, ça ne va pas être possible. Donc, il faudra bien avoir des critères objectifs pour pouvoir faire des différenciations de montants entre vos collaborateurs. Ça peut être une différence, par exemple, par rapport à l'ancienneté, ça peut. Après, la différence peut porter aussi sur le travail, mais il faudra pouvoir apporter la preuve, s'il y a une contestation, que celui-là, il travaille mieux que l'autre. Donc voilà, attention aux différenciations de primes, de montants de salaire, même d'ailleurs du salaire de base, en fonction de… Voilà, il faut se baser sur des critères objectifs. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter en dehors de ce qui est rémunération accessoire, mais ça touche aussi la rémunération accessoire, ce que je viens de dire. J'ai vu passer une question intéressante sur la prime transport. On a beaucoup parlé de voitures, mais c'est applicable aussi aux scooters et motos? Prime transport, scooter, moto. Est-ce que les petits copains de l'autre côté, ils peuvent répondre? Parce que là, je ne sais pas, j'ai un trou. S'ils le savent, c'est plus simple. Bon, bah, écoutez, je crois que ceci conclut ce webinaire. Le support sera accessible sur notre site très prochainement. Donc, et vous devriez recevoir le PowerPoint également, ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée à tous, au revoir.